Tu peux être un bon artiste et un artiste qui retransmet l'essentiel, c'est l'émotion. Moi, quel que soit l'art, l'émotion c'est l'essentiel. S'il n'y a pas d'émotion, même si c'est une belle mécanique, même si c'est bien écrit, bien filmé, ce que tu veux, bien joué, s'il n'y a pas d'émotion, ça ne sert à rien. Alors, comment ça a commencé? Je pense que j'ai écrit mon premier texte quand je devais avoir 9 ou 10 ans. C'est un petit poème. Si je me souviens bien, ça parlait de l'hiver. Ça devait s'intituler Journée hivernale, quelque chose comme ça. Je parlais du froid, de l'humidité. Enfin, je me suis aperçu qu'avec les mots, on pouvait retranscrire des émotions, des sensations, et ça m'a tout de suite plu. Mais je lisais aussi en amont, hein. J'ai beaucoup lu de livres pour la jeunesse, donc j'avais un goût prononcé pour la langue, on va dire, les mots. Et le déclic, c'est vraiment quand j'ai vu le film La planète des singes, de Franklin Schaffner. Je sais pas, j'avais 12-13 ans, peut-être un peu moins. J'ai adoré le film, et le lendemain, j'ai pris mon petit cahier à spirale, un stylo, et j'ai raconté une histoire. Spontanément, c'est venu comme ça. C'est l'histoire de 2 extraterrestres qui arrivaient sur Terre, qui étaient confrontés à l'intolérance de l'homme, à son inhumanité, qui étaient rejetés, puis tués à la fin. Et bon, ça faisait 10-15 pages. Et je me suis aperçu que je m'étais immergé dans un univers qui me plaisait, je me coupais du monde, je me coupais de la réalité, et il fallait que je recommence, quoi. C'était compulsif, j'écrivais tous les jours des petites histoires comme ça. Donc ça a été des années, parce qu'il faut arriver à une certaine maturité pour commencer un roman et le terminer, de A à Z. Oui. Je me disais que être publié, c'était impossible. Le livre est un objet sacré pour moi. C'était quelque chose d'inaccessible. Mais dans mon petit coin, je me disais, tiens, je vais raconter mes histoires à ma façon, personne m'embête, je prends du plaisir à ça, donc je continue. Et en 1994-95, je me suis dit, je travaillais aussi, un boulot qui me plaisait pas forcément. Et je me suis dit, mon rêve, c'est un rêve d'écriture. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à faire un boulot qui me plaît moyennement. Je peux continuer à le faire, mais je vais essayer aussi de concrétiser ce rêve, donc c'est écrire. Et là, j'ai commencé à envoyer des manuscrits. Mon premier manuscrit, disons, à des maisons d'édition, c'est de la science-fiction. Et je me suis aperçu que la science-fiction, ça n'intéresse, en tout cas en France, ça n'intéressait personne. Moi, j'étais un grand lecteur de Asimov, de Philippe K. Dick, d'auteurs de... Comment il s'appelle? Ray Bradbury, enfin des auteurs emblématiques qui avaient vraiment une vision de la société et du futur, de ce qui nous attendait. Bon. Et je me suis dit, ça peut peut-être plaire, mais non, je me suis trompé, c'est pas ça qu'il voulait. Et un éditeur me dit, en me répondant avec une lettre personnalisée, il me dit, le polar, ce serait mieux. Alors, je sens qu'il y a quelque chose, mais essaie de faire un polar. Et puis tu reviens me voir. J'aime, quand il y a une certaine tension, et j'aime être surpris. J'ai beaucoup réfléchi sous quel angle attaquer le polar, pour que moi je sois satisfait et que l'éditeur puisse le publier. Et j'ai écrit un roman, comme j'étais passionné quand j'étais jeune par les dessins animés comme Goldorak, tout ça, et puis surtout par les Yakuza, les films de japonais avec les Yakuza tatoués, tout ça. Je suis parti de là, et j'ai écrit mon bouquin qui s'appelle Le Samouraï qui pleure, où il est question de Yakuza qui viennent à Paris. Il y a un flic qui enquête, il y a des crimes rituels. Donc j'ai rédigé ce bouquin, j'ai mis 1 an. Je l'ai envoyé, il faisait 400 pages, 500 pages, même un truc énorme. J'avais pas la maturité ni l'expérience pour savoir combien de pages il fallait, comment calibrer le récit au plus juste. Donc je l'envoie à un éditeur et 4-5 jours plus tard, j'ai un appel téléphonique d'un éditeur de Pygmalion, c'était une filiale de Flammarion. Je crois que j'ai une cassette encore où j'ai le message du répondeur, parce que ça on n'oublie pas, hein, c'est un truc, c'est très fort. Ça marque à vie. Ouais, ça marque ça à vie. Change la vie aussi ouais, en même temps. Parce qu'on se dit, j'ai peut-être maintenant la possibilité de changer ma vie et de réaliser mon rêve. Alors là, j'ai pas dormi de la nuit avant de le rencontrer. Hein. Je faisais des bons, j'étais surexcité. Et il m'a dit, venez voir, ça peut m'intéresser. Je suis allé le voir et il m'a dit, voilà, il faut le réduire de 300 pages. Ah oui, quand même. Mais je vais vous dire un peu comment procéder, mais tout est là, vous avez tout. Vous maîtrisez le truc, il faut juste apprendre à condenser et à rédiger pour le plus grand nombre, entre guillemets. Donc j'ai repris le manuscrit, je l'ai retravaillé, et au bout de 4-5 mois, on avait un manuscrit qui tenait la route, il l'a publié. Et là, le rêve se réalise, mais il y a aussi la réalité. Parce qu'on se dit, je sors un livre, ça va marcher parce que c'est moi, parce que je suis génial, parce que mon livre est génial, ça ne se passe pas comme ça.
il y a les réalités du marché, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte qui font que le premier livre il marche pas forcément. Et c'est là qu'on voit si on est fait pour ça, si on a les tripes pour continuer, si l'échec va nous arrêter ou pas. Et j'ai continué. L'éditeur m'a dit, on va voir si tu es prêt à continuer, si tu en as dans le ventre, si tu as autre chose à dire. J'ai pris ça presque pour un défi. J'ai dit, attends, pourquoi il me dit ça? Bien sûr que j'ai des choses à dire. Je vais continuer. Donc j'ai fait un deuxième livre. Et ça a monté progressivement. Je commençais à m'installer tout doucement. Mais il a fallu attendre le 4e livre, qui s'appelle Le baiser de Jason. Là, j'ai eu un prix littéraire à Vienne, le prix Sang d'encre. Et là, après, des producteurs de télé m'ont appelé, parce qu'ils ont lu ce livre, ils m'ont dit, tiens, il y a une... Enfin, un producteur, c'est pas un producteur qui m'a appelé, c'est le directeur de la fiction de TF1 de l'époque. Ce qui fascine beaucoup les gens, c'est effectivement le travail de scénariste. Alors que le travail pour moi le plus fascinant et le plus dur, c'est celui d'écrivain, parce que là, dans un roman, tu as le style, la langue, les descriptions, la psychologie, tu as tout. Un scénario, c'est pas pareil. L'intelligence du scénario, je pense, c'est d'arriver à combiner, de savoir ce que ça va donner à l'image, et d'optimiser tout ça. C'est une traduction, quoi. Ouais, mais il y a une forme de génie et de talent dans tout ça. Attention, hein, c'est un autre travail. Mais c'est pas le même travail. Moi, les gens mélangent tout, en fait. En ce moment, c'est un peu... T'as beaucoup de types qui arrivent dans l'édition, enfin, qui te disent, ouais, moi, ils m'appellent, je veux faire de la télé. Je dis, pourquoi tu écris? Non, mais je veux faire de la télé, j'ai fait un bouquin, il marche pas, j'ai pas de patience, je veux faire de la télé pour gagner de l'argent. J'ai dit, attends, t'as fait un livre à peine et déjà tu t'impatientes. J'ai dit, t'es pas fait pour ça. Il faut que tu quittes ce métier, il faut que tu fasses autre chose. On en est là aujourd'hui. Tu vois, cette espèce d'appel de l'image, cette espèce d'attraction de l'image qui fait que beaucoup passent par les livres parce que pour arriver à la télé. C'est pas la même chose. Mais non, mais c'est pas du tout le même métier. C'est pas du tout le même métier. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis beaucoup plus frustré en faisant de la télé parce que je ne suis pas le seul maître à bord qu'en faisant un livre. Aujourd'hui, je pense que celui qui peut faire le film qu'il veut, comme il veut, c'est un mec qui a fait un carton au box-office mondial et qui, peut-être une fois, peut imposer le film qu'il veut. Mais là, il va se planter. Et les studios vont dire, bon, maintenant, t'as fait ton petit truc, donc maintenant, tu vas nous faire un Marvel. Avec Hulk qui fait ça et ça et ça. Et le Captain America qui envoie son bouclier comme ça. Sinon, ok, d'accord. Et ils rentrent dans le rang. Combien arrivent à résister à ça et à garder leur vision et à rester droit dans leurs bottes? Très peu. C'est normal, on m'a donné un chèque de 20 millions de dollars ou 30 millions. C'est difficile de résister. Mais faire le film que le mec veut, certains le font. Hein. Mais combien de fois? Une fois, deux fois? Et après le box-office ne suit pas. Donc, il se plante. Tu vois, c'est... Avant, je pense, dans les années 70-80, on pouvait prendre plus de risques. Tu as des films comme Blade Runner, que moi, pour moi, est un chef-d'œuvre, qui était un flop monumental à sa sortie. C'est un collectif d'auteurs, donc pour tout te dire, on a fondé ça en 2008. Au début, on était 5. Il y avait Maxime Chatham, Henri Levenbruck, moi, Olivier Descos et Franck Tillier. Puis ça s'est élargi, on a élargi le cercle progressivement. Alors le problème de l'imaginaire, c'est qu'on a tous des emplois du temps surchargés, on vit tous à des endroits différents. Donc nous réunir, c'est devenu très compliqué. Monter des projets ensemble, c'est très compliqué. On n'a pas toujours la même vision des choses, c'est normal, c'est un groupe, c'est la démocratie, donc bien sûr. Le but au tout début, c'était de redonner ces lettres de noblesse aux littératures de l'imaginaire, qui sont souvent, on va dire, méprisées par l'intelligentsia parisienne. En fait, on n'écrit pas des livres, on n'est pas censé écrire des livres, c'est de la pure distraction, ça vaut pas grand-chose par rapport à cette littérature blanche, du jeu, du moi-jeu, et que nous... littérature dans laquelle on ne se reconnaît pas du tout, parce que on n'a pas envie de parler de nous, on a envie de parler, on a envie d'inventer d'autres choses et on a envie de parler des gens. Donc c'est pas du tout la même approche. Donc on avait fondé ce mouvement pour ça au début. Et puis après on s'est aperçu que c'était très dur de monter des choses ensemble pour la raison que on se voit rarement quoi. Mais le but premier c'était celui-là. Là on essaie de relancer la machine, on va voir. Mais c'est compliqué, on est une vingtaine, c'est pas simple. Ouais. Ça peut être riche aussi, mais après c'est... Ah non, mais on a eu des réunions, on a fait des choses formidables ensemble. Hein. Quand on est tous ensemble, il y a une forme d'émulation, d'excitation, d'adrénaline, parce que... Puis il y a tous les lecteurs qui sont là, on a fait des débats au Rex, au cinéma, on a fait des projections. C'est très excitant d'être tous ensemble et de se dire qu'on peut être tous ensemble et sans se tirer dans les pattes. Mais par contre, ce genre de rassemblement n'existe pas en littérature blanche.
ou dans d'autres formes de littérature, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils se jalousent tous, ils se regardent en chien de faïence. Nous, comme avec on parlait d'Olivier Norek, Olivier, salut, on a parlé de Tolly. Mais voilà, comme ça, voilà, spontanément, on est attirés comme des aimants les uns par les autres. Après, on s'entend mieux avec d'autres, avec certains que d'autres. Mais spontanément, cette démarche de rapprochement qui existe dans le milieu du polar, qui n'existe à ma connaissance pas dans d'autres milieux littéraires. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est plus sympathique. Sûrement, on va dire ça. Merci beaucoup, Laurent, je t'en prie. pour cette belle interview, très riche. Et puis ça fait un plaisir. Ça donne au montage.